À quel moment j'ai compris que mes parents étaient vraiment hypocrites? Je crois que tout a basculé le jour où ma mère m'a annoncé, comme si c'était une évidence: tu as 13 ans maintenant, tu peux bien te débrouiller pour acheter ton repas à la cantine. Elle m'a sorti cette phrase en signant un papier tout en ajoutant: on n'est pas Crésus, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire, gagner sa vie. À partir de là, elle a aussi arrêté de m'acheter le moindre cahier ou stylo. Quand j'ai osé lui demander de quoi écrire, elle m'a balancé un « débrouille-toi », comme si c'était la chose la plus naturelle. J'écoutais, un peu sonnée, pendant qu'elle me comparait aux autres ados qui, soi-disant, travaillaient déjà et savaient se prendre en main. Ce qui me gênait le plus, c'était de devoir expliquer à mes profs pourquoi il me manquait toujours un truc, alors que mon père, lui, se posait tranquillement devant sa télé dernier cri et son abonnement sportif hors de prix, qui coûtait plus cher à lui seul que tout ce dont j'aurais eu besoin pour l'école. Il venait tout juste de s'offrir un écran immense, mais trouver 5 € pour des crayons, là, bizarrement, ce n'était plus possible. J'ai vite compris que si je voulais m'habiller ou manger correctement, il allait falloir que je me débrouille seule. Babysitting le week-end, promenade de chien après les cours, tout y passait pour me payer l'essentiel. L'humiliation, c'était de devoir porter des fringues trop petites et des baskets trouées, tout en faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Mon père trouvait ça drôle. Il me lançait « Voilà notre petite entrepreneuse » quand je rentrais crevée de ma journée. « Peut-être que maintenant tu comprendras pourquoi on ne peut pas tout offrir », ajoutait-il, un sourire en coin. Je faisais bonne figure, mais dans ma tête, je me demandais comment je pourrais tenir la semaine avec seulement 20 €. À 14 ans, ils ont arrêté de m'acheter à manger, tout simplement. Alors que commander des plats tout près 3 fois par semaine. Je rentrais, morte de faim, et je les retrouvais installés devant leur plat de resto, dans une cuisine où il ne restait rien pour moi. Tu pourrais bosser au supermarché et t'acheter ta bouffe, comme une grande, me lançait ma mère en engloutissant son plat chinois. J'ai fini par m'habituer à rester dans ma chambre pendant leur repas, pour ne pas avoir à supporter ce spectacle qui me donnait la nausée. En quelques mois, j'ai appris à être bien meilleur gestionnaire qu'eux, parce que franchement, je n'avais pas le choix. Chaque euro comptait. Pendant qu'ils achetaient gadgets et repas sans réfléchir, moi je faisais la chasse aux bonnes affaires et je calculais tout. J'ai même monté un petit business de jardinage et de garde d'animaux qui me rapportait pas mal. Ce qu'il y a de plus fou, c'est que je savais mieux gérer mon argent à 15 ans qu'eux à 40. Mais ça ne les empêchait pas de se moquer de moi quand je portais des vêtements d'occasion. Franchement, c'est gênant d'avoir une fille qui s'habille comme une SDF, a lâché ma mère un jour où je portais une robe de seconde main à une réunion de famille. Les gens vont finir par croire qu'on ne s'occupe pas de toi. J'avais juste envie de hurler que, justement, ils ne s'occupaient pas de moi et que ça faisait 3 ans qu'ils ne m'avaient rien acheté. Mon père, lui, n'hésitait pas à pleurnicher auprès de ses potes sur le coût des enfants, alors que depuis le collège, je finançais tout toute seule. J'ai continué à développer mon activité en tondant des pelouses et en gardant des animaux pour la moitié du quartier, jusqu'à gagner des sommes qui auraient dû les impressionner. Mais non, pour eux, tout venait de leur prétendue éducation exigeante. Voyez, c'est ça, quand on pousse ses enfants à se débrouiller au lieu de leur donner tout cuit, se vantait mon père en sirotant du vin à 30 € la bouteille ou en allant taper dans la petite balle au golf. Mais quand il s'est retrouvé au chômage, tout a changé du jour au lendemain. C'est une période difficile, m'a expliqué ma mère d'un air grave, en me demandant si je ne pouvais pas les dépanner pour faire les courses, le temps que mon père retrouve un boulot. Je les ai vus paniquer pour une simple échéance de crédit, alors que moi, ça faisait des années que je gérais mon budget au centime près. Malgré leur bon salaire, ils n'avaient aucune économie, tout partait dans les envies du moment. Et voilà que mon père, tout naturellement, me fait remarquer « Tu as tout cet argent qui dort sur ton compte, tu pourrais nous aider, la famille c'est fait pour ça ». Je lui ai rappelé que, la famille, moi aussi j'en avais eu besoin, à 13 ans, quand je dînais au beurre de cacahuètes tous les soirs. Ce n'est pas pareil, c'était pour t'apprendre la vie, s'est défendue ma mère, comme si c'était logique. Là, c'est une vraie urgence. Leurs demandes d'argent sont devenues de plus en plus fréquentes, et à chaque refus, de plus en plus insistantes, voire agressives. Tu es égoïste et ingrate après tout ce qu'on a fait pour toi, m'a balancé mon père pendant une de ses tentatives de chantage. On aurait pu te foutre dehors depuis longtemps, mais on t'a laissé vivre ici gratuitement. Je lui ai fait remarquer qu'héberger son enfant mineur, c'était juste la base, rien d'exceptionnel. Fais pas la maligne, on te demande juste un coup de main, a répliqué ma mère. Je comptais mes économies, préparant déjà mon départ à la fac, quand ils m'ont coincé dans la cuisine, plus sérieux que jamais. On en a parlé, et on pense qu'il est temps que tu participes aux frais de la maison, a annoncé ma mère, pendant que mon père opinait derrière elle. Tu as 15 ans, tu gagnes bien ta vie, c'est normal que tu paies un loyer. Et là, il me sort carrément un contrat, 500 € par mois, plus les charges, sinon je devais trouver un autre toit. Je regarde le papier, officiel, avec de vraies lignes à signer. 500 € par mois plus les charges, ça veut dire que tout ce que je gagne ou presque y passerait, il ne me resterait rien pour vivre. En calculant rapidement,
Je me rends compte qu'avec mes petits boulots, j'atteins parfois 600 € le bon mois. Et rien que leur charge en été, avec la clim, ça monte à 150 €. Il me resterait à peine 50 € pour manger, m'habiller, m'équiper pour l'école, acheter l'essence de la tondeuse. Tout. Mes parents me regardaient, sur deux, comme s'il était évident que j'allais signer. Ma mère, bras croisés, mon père me tendant un stylo. Je leur dis que j'ai besoin de réfléchir, et je file dans ma chambre avant qu'ils ne puissent protester. Mon père crie que je fais du cinéma, mais je claque la porte et je la ferme à clé. Les mains tremblantes, je ressors mon carnet de comptes et je refais mes calculs, sachant très bien ce que ça veut dire. Tout ce que j'ai construit depuis 3 ans, ils voulaient le détruire en un instant. J'ai mis de côté 2000 € pour les urgences et les frais d'inscription à la fac. Si je devais leur verser un loyer, cet argent filerait en 4 mois et je n'aurais plus rien pour couvrir le strict minimum, puisqu'ils ne mènent plus pour ça. Je cherche d'autres solutions, mais à chaque fois, ça tourne en rond. Il n'y a aucune issue où je ne me retrouve pas à sauter des repas ou à devoir vendre mes affaires. Les pages du carnet commencent à se brouiller parce que mes yeux sont humides. Pourtant, je ne pleure pas. Je suis juste en colère, morte de peur, et j'essaie de trouver une porte de sortie. Cette nuit-là, je reste scotchée à mon téléphone, à fouiller pour savoir si, légalement, les parents ont le droit de faire payer un loyer à leur enfant mineur. Les réponses ne sont pas claires et dépendent des pays, mais la plupart des sites expliquent que les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu'à leurs 18 ans. Sur certains forums, des gens racontent que leurs parents leur ont demandé un loyer à l'ado et que ça s'est bien passé. D'autres disent que refuser de nourrir ou d'habiller son enfant, c'est de la négligence. Je tombe sur un site d'aide juridique qui précise que les parents sont obligés d'assurer un toit, de la nourriture, des vêtements, des soins et l'école à leurs enfants. Payer un loyer aurait du sens s'ils continuaient à assumer tout ça. Mais chez moi, ils n'ont pas acheté de quoi manger depuis plus d'1 an, ni de vêtements depuis mes 12 ans. Je prends des captures d'écran de tout ce qui me paraît important et je les range dans un dossier sur mon téléphone. Vers 2 heures du matin, je finis par m'endormir, le téléphone toujours en main. Quand l'alarme sonne, je suis épuisée et j'ai les yeux en feu à force d'avoir lu des textes minuscules toute la nuit. Le lendemain matin, je leur annonce que je ne signerai rien tant que je n'aurai pas discuté avec quelqu'un de l'école. On est dans la cuisine, ils prennent leur petit-déj qu'ils se sont achetés pour eux. Le visage de papa vire au rouge et il explose, m'accusant de manquer de respect. Il me traite d'ingrate et affirme qu'ils ont tout à fait le droit de me faire payer un loyer. Maman s'en mêle, balance que je me comporte comme une gamine pourrie gâtée qui refuse d'aider sa famille. Je garde mon calme, même si mon cœur cogne à toute vitesse. Je leur explique que je veux d'abord comprendre ce que je signe avant d'accepter un contrat. Papa claque sa tasse de café sur le plan de travail, il en renverse partout. Il s'approche de moi, alors je saisis mon sac et je pars plutôt pour l'école. Je l'entends crier quand je descends l'allée, mais je ne me retourne pas. Mes mains se remettent à trembler au moment de déverrouiller mon vélo. Le trajet jusqu'au lycée me prend à peine 10 minutes au lieu de 15. Je pédale comme si ma vie en dépendait. Le matin, en cours, je n'écoute presque rien, obsédée à l'idée de savoir vers qui me tourner. Mon prof de maths explique un truc sur les équations. Moi, je fixe mon cahier dans le vide. En anglais, on doit bosser en groupe. Mais je prétexte que je ne me sens pas bien et je m'isole. La conseillère d'orientation, Madame Gilmore, a toujours été gentille avec moi quand je la croisais dans les couloirs. Alors à midi, je décide d'aller la voir. À l'accueil, la secrétaire me demande si j'ai rendez-vous. Je lui dis que c'est urgent. Elle me scrute un instant puis prend le téléphone. 5 minutes plus tard, Madame Gilmore vient me chercher et m'emmène dans son bureau. Elle doit avoir la quarantaine. Les cheveux déjà gris, elle porte un gilet alors qu'il fait chaud. Il y a des plantes sur le rebord de la fenêtre, des affiches motivantes accrochées un peu partout. Elle m'écoute sans rien dire, note tout, l'air de plus en plus inquiète. J'explique que j'avais 13 ans quand ils ont arrêté de me payer le déjeuner et les fournitures, que je bosse depuis le collège juste pour pouvoir manger et m'habiller, qu'ils s'offrent des plats à emporter pendant que je me contente de beurre de cacahuète, que le placard à provisions est sous clé et que mon père veut me faire signer un contrat. Elle prend des notes, hoche la tête. Quand j'ai fini, elle me demande si je me sens en sécurité chez moi et si mes parents ont déjà été violents physiquement, ce qui n'est jamais arrivé. Elle insiste pour savoir s'ils m'ont déjà frappé ou menacé. Je lui réponds non, jamais. Ils ont juste arrêté de s'occuper de moi financièrement et maintenant ils veulent que je paie. Le visage de Madame Gilmore devient grave, elle tapote son stylo sur le bureau. Elle m'explique que, sans être avocate, elle sait que faire payer un loyer à un mineur pose de vraies questions sur les obligations parentales. Les parents ont le devoir de subvenir aux besoins essentiels jusqu'à la majorité. Exiger un loyer sans assurer nourriture ou vêtements, ça peut être vu comme de la négligence. Elle ouvre un tiroir, sort quelques brochures sur les services d'aide juridique gratuite, puis me demande si je suis d'accord pour qu'elle contacte quelqu'un qui pourra vraiment me renseigner. Je lui dis oui, s'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. Madame Gilmore s'éclipse avec son téléphone. Je la vois discuter dans le couloir à travers la vitre, prendre des notes.
Quand elle revient, elle m'explique qu'elle a laissé un message à l'aide juridique et qu'il devrait se rappeler sous un jour ou deux. J'acquiesce, soulagée d'avoir pu enfin tout raconter à quelqu'un. Pendant 3 ans, j'ai tout pris sur moi en faisant semblant que c'était normal. Le fait qu'un adulte m'écoute et me prenne au sérieux, ça me donne presque envie de pleurer, mais je me retiens. Madame Gilmore m'aide aussi à remplir une demande pour les repas gratuits, directement dans son bureau. J'aurais dû le faire bien avant, mais j'avais trop honte. Elle ouvre le formulaire, m'aide à répondre aux questions sur les revenus du foyer et le nombre de personnes dans la famille. Elle explique que, même si mes parents vivent là, ils ne me donnent rien pour manger. Elle envoie la demande et me dit que j'aurai sûrement une réponse positive dans quelques jours. Quand je ressors de son bureau, je me sens plus légère qu'en plusieurs mois. Quelqu'un sait, quelqu'un m'aide, je ne suis plus complètement seule. 2 jours plus tard, je fais la connaissance de Boyd, l'avocat de l'aide juridique, qui m'explique que les parents sont tenus de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants mineurs, comme la nourriture et le logement. Madame Gilmore avait pris rendez-vous pour moi et m'a accompagnée au cabinet, en plein centre-ville, juste après les cours. Boyd est plus jeune que je ne l'imaginais, la trentaine sans doute. Lunettes sur le nez et cravate impeccable. Son bureau, minuscule, déborde de dossiers empilés un peu partout. Il m'invite à m'asseoir, sort un bloc-notes jaune et me demande de tout lui raconter depuis le début. Je reprends toute l'histoire, il note scrupuleusement chaque détail. Arrivé à l'épisode du contrat de loyer, il relève la tête, arrête d'écrire et me fixe. Faire payer un loyer à son enfant peut être considéré comme de la négligence, si cela les empêche d'assumer leurs responsabilités, explique-t-il. Il insiste sur le fait que les parents ont, légalement, l'obligation de couvrir les besoins de leur enfant mineur. Ils ne peuvent pas simplement décider du jour au lendemain de cesser de fournir l'essentiel et de te faire payer un loyer à la place. Boyd me questionne ensuite très précisément sur ce que mes parents assument réellement et ce que je dois payer de ma poche. Je dresse la liste. Alimentation, vêtements, fournitures scolaires, produits d'hygiène. Plus j'énumère, plus son visage se ferme. Il trace 2 colonnes sur sa feuille, fournies et non fournies. Et très vite, celle des manques déborde largement l'autre. Il veut savoir quels sont les revenus de mes parents, s'ils sont vraiment dans le besoin ou s'il s'agit simplement d'un choix de leur part de ne rien dépenser pour moi. Je lui raconte les abonnements au sport, le golf, les sorties au restaurant et aussi comment tout allait bien jusqu'à ce que mon père perde son travail il y a quelques mois. Boyd hoche la tête, continue de tout noter, puis demande si j'ai des preuves. Je lui montre sur mon téléphone des captures d'écran de commandes de plats à emporter entassées dans la poubelle, alors que mes placards restaient vides. Des photos du garde-manger fermé à clé, mon carnet de budget où j'ai consigné chaque centime gagné ou dépensé depuis 2 ans. Il passe tout en revue, le visage fermé, et je remarque la tension sur sa mâchoire. Finalement, il referme mon carnet, se cale au fond de son siège et déclare que toute cette documentation constitue une preuve sérieuse, exactement ce qu'il faudra si les choses vont plus loin. Il m'explique qu'il peut rédiger une lettre officielle à mes parents, leur rappelant leurs obligations légales envers un enfant mineur, en s'appuyant sur les textes de loi qui imposent de fournir nourriture, logement, vêtements et autres besoins de base. Cette lettre ne les forcera pas à changer, mais elle leur fera comprendre qu'ils ne peuvent pas simplement me mettre dehors ou exiger mon salaire en entier. Boyd précise que la lettre sera formelle, factuelle, sans menace, mais tout à fait claire sur le fait que leur comportement pourrait être considéré comme de la négligence. Il me demande s'il doit l'envoyer et j'accepte sans hésiter. Recevoir un courrier officiel d'un avocat me procure une sensation de sécurité que je ne connaissais pas. Boyd m'imprime plusieurs fiches sur mes droits, me conseille de continuer à tout documenter et me donne sa ligne directe si jamais la situation devait empirer. Avant de partir, il promet d'envoyer la lettre sous 2 jours. Ce soir-là, en rentrant, je me contente de réchauffer des nouilles instantanées au micro-ondes quand mes parents débarquent dans la cuisine, la mine fermée, visiblement prêts à m'affronter. Mon père croise les bras et demande si j'ai réfléchi au contrat de loyer. Je prends une grande inspiration et leur annonce que j'ai consulté un avocat. Le visage de ma mère se décompose, la mâchoire de mon père se serre. Je leur explique que j'ai appris que les parents sont légalement tenus de subvenir aux besoins essentiels de leur enfant, qu'ils paient un loyer ou non. Mon père devient écarlate et se met à hurler que je les menace, que j'essaie de les faire passer pour de mauvais parents. Sa colère monte. Je sens mon cœur s'emballer mais je garde mon calme. Ma mère fond en larmes, m'accuse d'ingratitude après tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis 15 ans, ressort tout son discours habituel pour me culpabiliser, mais cette fois je ne me laisse pas avoir. Mon père s'approche, me reproche de détruire la famille pour de l'argent. Je reste impassible et répète mot pour mot ce que Boyd m'a conseillé de dire. Je suis prêt à participer aux tâches ménagères et à apporter une contribution raisonnable, mais je ne signerai pas un contrat qui me prend tout ce que je gagne. Ma voix ne tremble pas, même si j'ai les mains moites.
J'ai besoin de mon argent pour me nourrir et acheter mes fournitures scolaires, puisque vous avez arrêté de m'en fournir depuis des années. » Mon père ouvre la bouche pour répliquer, mais je tourne les talons et file dans ma chambre. Derrière moi, il crie encore au manque de respect, à l'ingratitude, mais je continue mon chemin sans me retourner. Je les entends claquer la porte de leur chambre avec une telle violence que toute la maison en tremble. Je verrouille la mienne, m'assieds sur le lit et envoie un message à Madame Gilmore pour lui dire que la confrontation a eu lieu et que tout va bien. Elle répond aussitôt, me demande si je me sens en sécurité. Je la rassure, je suis juste secouée. Le silence s'installe dans la maison pour le reste de la nuit. La semaine suivante se traîne, mes parents m'ignorent presque totalement. Puis, un après-midi au lycée, la lettre de Boyd arrive en recommandé. Je le comprends tout de suite. Dès mon retour, l'atmosphère a changé, l'air est tendu, mes parents sont assis à la table, entourés de papier. Ils ne me regardent même pas en entrant, ne décrochent pas un mot. Je prends un encas dans la maigre réserve à laquelle j'ai droit et file dans ma chambre. Ce silence-là me pèse presque plus que leurs cris. Vers l'heure du dîner, que je saute généralement, je les entends discuter à voix basse, sur un ton sec, sans distinguer ce qu'ils se disent. Les jours suivants, ils continuent à m'ignorer tout en surveillant le moindre de mes faits et gestes. Madame Gilmore prend de mes nouvelles chaque midi, m'invite dans son bureau pour qu'on réfléchisse ensemble à un emploi du temps réaliste, entre cours, petits boulots et révisions. Mes notes ont chuté, je suis épuisée, stressée, incapable de me concentrer sur les devoirs. Elle envoie un mail à mes professeurs pour expliquer que je traverse une période difficile à la maison, ce qui me permet d'obtenir quelques délais pour rattraper les devoirs en retard. On identifie ensemble les matières qui exigent le plus d'attention et les moments où je pourrais profiter de mon temps libre pour rattraper mon retard. Elle me met aussi en relation avec le dispositif d'aide aux devoirs du lycée, où je peux recevoir du soutien gratuitement. Madame Gilmore prépare un planning complet de ma semaine, en y notant les heures de cours, de travail, les créneaux pour réviser et même du temps de sommeil. Voir tout ça posé noir sur blanc me fait prendre conscience à quel point je tente de tout gérer seule. Elle imprime 2 copies, une pour moi, l'autre pour elle au cas où il faudrait ajuster le planning. De son côté, ma voisine Eliana remarque que je viens de plus en plus souvent entreposer mon matériel de jardinage dans son garage. Un après-midi, alors que je range la tondeuse et le taille-haie, elle sort et me demande doucement si tout va bien chez moi. Je lui réponds vaguement que mes parents sont stressés par les soucis d'argent. Eliana me regarde longuement, comme si elle devinait qu'il y a plus à dire. Elle n'insiste pas, mais son regard me fait comprendre qu'elle a compris bien plus que je ne le dis. Elle me propose alors de laisser tout mon matériel dans son garage en permanence si je préfère, plutôt que de devoir le ramener à chaque fois. Je la remercie et j'accepte, soulagée de savoir que mes outils ne risqueront rien à la maison. Dès la semaine suivante, Eliana commence à me proposer du travail plus régulièrement. Elle me demande si je peux tondre la pelouse chaque semaine au lieu d'une fois sur 2 et m'offre aussi de l'aider à entretenir le jardin. Elle me paie tout le mois d'avance, ce qui m'aide vraiment à tenir le coup côté finances et à moins stresser. Un samedi, alors que je travaille dans son jardin, elle m'apporte une citronnade et me glisse, l'air de rien, que sa chambre d'amis est libre si jamais j'ai besoin d'un endroit où dormir. Elle le dit comme si de rien n'était, mais je vois bien dans ses yeux qu'elle est sérieuse. Je la remercie, touchée, et lui dis combien ça compte pour moi. Juste savoir que j'ai cette option en réserve me fait me sentir moins coincée. À la maison, la situation se dégrade insidieusement. Mes parents installent un verrou sur la porte du garde-manger et commencent à compter tout ce qu'il y a dans le frigo. Ils ne me privent pas complètement de nourriture, mais ils font bien comprendre ce à quoi j'ai droit. Certaines étagères me sont désormais interdites et le garde-manger reste fermé à clé tant qu'ils ne sont pas là pour surveiller. C'est leur façon de contrôler ce que je mange sans franchir de limites trop évidentes. Je rentre du travail affamé et trouve le garde-manger verrouillé avec un mot disant qu'ils ne rentreront qu'à 20h. Je sens l'odeur de leur reste chinois dans le frigo, mais je sais que je n'y ai pas droit. Je commence alors à tout consigner sur mon téléphone, comme Boyd me l'a conseillé. Je prends des photos du garde-manger fermé avec l'heure, des placards vides pour montrer qu'il ne reste presque rien. Quand mes parents commandent à emporter, je photographie les sacs et les boîtes dans la poubelle. Je prends en photo ce que je mange moi-même, souvent du pain avec du beurre de cacahuète ou des pâtes nature. J'enregistre aussi des captures d'écran de nos relevés bancaires qui montrent leurs dépenses au restaurant. Chaque élément de preuve est sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone et aussi sur un cloud auquel ils n'ont pas accès. Boyd m'a dit que c'est important si jamais la situation en venait à être examinée par un tribunal ou les services sociaux. Jamais je n'aurais imaginé devoir constituer un dossier contre mes propres parents. Et pourtant, j'en suis là, à photographier ma cuisine comme si je rassemblais des preuves de délit. Lors de mon prochain service à l'épicerie, Christian passe discrètement à ma caisse pendant un moment de calme, s'appuie sur le comptoir et me regarde scanner mes éternels déjeuners, toujours parmi les produits les moins chers du magasin. Il me lance un regard, non pas de pitié, mais de vraie compréhension. Il me souffle qu'il y a des créneaux disponibles pour faire plus d'heures si ça m'intéresse, et que le salaire en plus pourrait m'aider à faire face à ce que je traverse. J'accepte sans hésiter,
Avoir un revenu plus régulier, c'est un vrai soulagement pour le loyer comme pour les courses. Il me propose de passer à son bureau après mon service pour remplir les papiers et je le remercie en mettant mes crackers et mon beurre de cacahuète dans un sac. Je remplis les formulaires le jour même et Christian m'aide à mettre à jour mon permis de travail pour pouvoir augmenter mes heures, vu que je n'ai encore que 15 ans. Le nouvel emploi du temps commence la semaine suivante. 3 soirs en semaine et des journées entières le week-end, ce qui me garantit enfin une rentrée d'argent stable. Évidemment, ça me laisse moins de temps pour les devoirs, et je suis déjà à la traîne dans 2 matières à cause du stress à la maison. Mademoiselle Gilmore le remarque quand elle me surprend en train de piquer du nez en classe. Elle me prend à part pour me demander ce qui se passe. Je lui explique que je travaille plus et, contrairement à d'autres adultes, elle ne me fait pas la morale sur mes priorités, ni ne me conseille de quitter mon boulot. Elle m'aide plutôt à élaborer un planning de révision qui optimise chaque moment libre ou pause déjeuner pour rattraper mon retard. Elle va même discuter avec mes professeurs pour négocier des délais supplémentaires sur certains projets, histoire que je ne sois pas noyée sous la charge. 3 jours plus tard, je rentre d'un service du soir et je trouve mon père qui m'attend dans l'allée, les bras croisés. Il commence à crier avant même que j'ai eu le temps de sortir de la voiture, parce qu'il a appris que je bénéficie désormais de la cantine gratuite au lycée. Quelqu'un de l'église a dû voir mon nom sur une liste ou quelque chose du genre, parce qu'il connaît des détails que je ne lui ai jamais donnés. Il me reproche de donner l'impression que notre famille ne sait pas nourrir ses enfants, et que je fais honte à tout le monde avec mon soi-disant numéro de pauvre. J'essaie de passer devant lui pour rentrer, mais il me barre le passage et continue en disant que les gens de l'église doivent sûrement jaser sur leurs compétences de parents. Sa voix monte encore, et je vois la lumière du Porsche d'Eliana s'allumer de l'autre côté de la rue. Elle sort, reste là, bras croisés, à nous scruter. Papa la voit, baisse la voix et se met à murmurer d'un ton glacé, mais je devine à ses poings fermés et à sa mâchoire crispée qu'il bout encore. Il conclut que la discussion n'est pas finie et rentre en claquant la porte si fort que les vitres en vibrent. Le week-end suivant, je reviens après avoir tondu des pelouses et je découvre mon matériel posé en plein milieu du jardin, trempé par l'orage du matin. Mes parents assurent donc qu'ils ignoraient qu'il allait pleuvoir et qu'ils devaient sortir la voiture du garage pour aller faire les courses. Mais ma tondeuse, elle, ne démarre plus. Et en jetant un œil au moteur, je comprends tout de suite que l'eau a fait des ravages. La réparer coûterait plus cher que d'en acheter une neuve. Je m'assieds dans l'herbe trempée, regardant mon matériel fichu, et, pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment envie de pleurer. Cette tondeuse, c'était la moitié de mon boulot. La remplacer va me demander des semaines d'économie. 1 heure plus tard, Eliana débarque et me trouve toujours là, perdue dans mes pensées à chercher une solution. Elle jette un coup d'œil à la tondeuse hors d'usage, puis à la voiture de mes parents garée dans l'allée, mais ne pose aucune question. Elle me dit juste « Prends tout ce que tu as et mets-le dans mon garage, maintenant. Tu pourras tout laisser chez moi, comme ça, ce genre de truc n'arrivera plus. » J'embarque mon coupe-bordure et les outils qui me restent, puis je la suis de l'autre côté de la rue, reconnaissant qu'au moins un adulte m'accorde sa confiance et me donne un vrai coup de main, au lieu de me compliquer la vie. Au boulot, Christian me fait venir dans son bureau et m'annonce qu'il me propose un poste fixe à temps partiel avec des horaires réguliers chaque semaine, et même une petite augmentation. Ça me change la vie. Je peux enfin planifier mon budget, ne plus avoir à courir après les petits jobs et savoir précisément ce que je toucherai à chaque paie, ce que je pourrais mettre dans la nourriture et les fournitures. Il m'explique aussi que j'ai droit aux réductions employées sur les courses, ce qui va m'aider à tenir un peu plus longtemps côté alimentation. Dans la même semaine, en rangeant ma chambre, je remarque que mon père a fouillé dans mes affaires. Mes relevés bancaires ne sont plus dans l'ordre. Il y a des traces de doigts partout sur les papiers que je garde dans mon tiroir. Quand je vais lui en parler, il fait comme si c'était normal de tout surveiller parce que je vis encore chez eux. Je repense à ce que Boyd disait sur l'importance de garder ses finances privées, alors je vais sur Internet, j'ouvre un compte prépayé auquel il n'a pas accès, je transfère la majeure partie de mes économies et j'organise le versement automatique de mon salaire, histoire que mes parents ne puissent plus rien suivre. Comme disait Boyd, les papiers, ça compte. Et c'est une sécurité supplémentaire. Le dimanche matin à l'église, apparemment, quelqu'un a demandé à mon père ce qu'il en était du loyer, et il rentre à la maison furieux, persuadé que tout le monde colporte des ragots sur notre situation. Il passe ses nerfs sur tout ce qu'il trouve dans la cuisine, pendant que ma mère reste assise à la table, gênée, fuyant le regard de tout le monde. Elle répète qu'ils n'auraient jamais dû parler de quoi que ce soit à qui que ce soit, mais mon père jure qu'ils n'ont rien dit et, du coup, accuse quelqu'un d'autre d'être à l'origine des rumeurs. Je reste dans ma chambre à écouter leurs disputes sur qui aurait bien pu être au courant et comment ils vont gérer les commérages qui circulent maintenant autour d'eux. Le mercredi suivant, Mademoiselle Gilmore organise une réunion de médiation à l'école, avec mes parents, elle-même et une assistante sociale du secteur. On s'installe tous autour d'une table. L'assistante sociale explique qu'elle est là pour nous aider à trouver un accord qui convienne à tout le monde. Mes parents se lancent aussitôt dans la liste de tout ce que je fais de travers, évoquant mon manque de respect
et mon refus d'aider la famille alors qu'on traverse une mauvaise passe. Mon père ressort tous les reproches du mois, ma mère renchérit avec ses propres griefs. L'assistante sociale les écoute sans broncher, puis recentre le débat en leur demandant ce qu'ils font concrètement pour me soutenir en ce moment. Gros blanc, ils n'arrivent à citer que le toit au-dessus de ma tête. Elle leur demande alors s'ils m'aident pour la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, et mes parents répondent vaguement, parlent de responsabilité. Elle s'adresse directement à moi pour savoir ce que j'ai payé moi-même, et je fais la liste. À mesure que j'énumère, je vois mes parents de plus en plus mal à l'aise. Après une bonne heure, on arrive à un compromis. Pas de loyer pour l'instant, mais je dois participer davantage aux tâches de la maison pour aider. L'assistante sociale note tout en détail, quelles tâches, à quelle fréquence, ce que mes parents s'engagent à fournir en contrepartie. Elle imprime un exemplaire pour chacun, en précisant que c'est un accord temporaire, à revoir dans un mois. Mes parents signent, de mauvaise grâce mais sans broncher, et je repars avec mon papier, soulagée d'avoir une preuve si jamais ils changent d'avis. Quelques jours plus tard, je rentre du lycée et je vois mon père en train de charger ses clubs de golf dans le coffre d'une voiture garée devant la maison. Il remet les clubs à l'acheteur, récupère les billets, puis regarde la voiture partir avec une mine défaite. À l'intérieur, il compte l'argent sur la table de la cuisine et je l'entends pester qu'il doit payer la carte de crédit avant d'avoir des problèmes. Toute la semaine, il ne me réclame pas un sou, ce qui est presque un soulagement, même si je vois bien qu'il a du mal à digérer d'avoir vendu son matériel de golf. Ma mère crée la surprise en annonçant qu'elle a trouvé un boulot à mi-temps dans une boutique au centre commercial. Elle commence le lundi et le soir même, elle râle d'avoir piétiné 6 heures d'affilée et d'avoir eu affaire à des clients pénibles. Tous les soirs, elle rentre épuisée, se plaint de ses pieds, mais c'est étrange de l'avoir vraiment bossé pour la première fois depuis des années. L'argent en plus, ça change tout. On mange plus souvent à la maison, des repas simples, au lieu de s'offrir des plats à emporter. Ma mère prépare des pâtes avec une sauce toute simple, du riz et des haricots, du poulet sans chichi, mais au moins je ne passe plus mes soirées à grignoter des sandwichs au beurre de cacahuètes dans ma chambre, pendant qu'eux se font plaisir avec des plats de resto. Je me retrouve même à dîner avec eux, chose qui n'était plus arrivée depuis une éternité. Un soir, alors que mon père est devant la télé, je me retrouve seule avec ma mère dans la cuisine, à faire la vaisselle. Tout en récurant une casserole, elle se met à me raconter, sans prévenir, qu'à son époque, ses parents étaient intraitables avec l'argent et l'obligeaient à justifier chaque centime, sans jamais lui permettre de se faire plaisir. Ce qu'elle dit n'est pas vraiment des excuses, et elle ne fait aucun lien avec la façon dont elle m'a traitée, mais c'est la chose la plus proche d'une explication qu'elle ait jamais donnée pour son comportement. Je me contente d'acquiescer en silence, et je continue d'essuyer les assiettes, parce que franchement, je ne sais pas quoi répondre. Quand papa reçoit un appel pour un entretien dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, son humeur change du tout au tout. Pour la première fois depuis des semaines, il a vraiment l'air optimiste. Il se met à parler du salaire, des avantages, tout en fouillant sur le site de l'entreprise. L'atmosphère à la maison se détend un peu. Tout le monde est dans l'attente de savoir s'il va passer à l'étape suivante. De mon côté, j'utilise une partie de mes économies pour faire réparer ma tondeuse, qui avait des ratés. Le réparateur me la remet en état, et j'en profite pour acheter du matériel plus costaud, un nouveau coupe-bordure et quelques outils de pro. Quand Eliana me voit décharger tout ça, elle me propose tout de suite de m'aider à organiser son garage. Comme ça, tout mon matériel sera rangé au même endroit, facile d'accès. On y passe tout un samedi après-midi à installer des étagères et à accrocher les outils au mur. Elle étiquette chaque chose et va jusqu'à préparer un planning pour que je puisse suivre quel client je dois servir chaque semaine. Au boulot, Christian profite des moments calmes pour m'expliquer comment marche la paie et comment fonctionnent les impôts. Il me montre comment lire une fiche de paie, il m'explique les différentes retenues, les déductions et me donne des astuces pour gérer un budget ou anticiper les grosses dépenses. Il me considère comme un adulte à part entière, pas juste comme un gamin, et ça me fait du bien après avoir été vu comme un poids à la maison aussi longtemps. Boyd me passe un coup de fil pour prendre de mes nouvelles et me demande comment ça se passe avec mes parents. Je lui parle de l'accord trouvé en médiation et il me conseille direct de prévoir un plan de secours au cas où il chercherait tout de même à me mettre dehors. Il me fait noter le numéro d'Eliana, celui de Madame R. Gilmore et l'adresse d'un foyer pour jeunes en centre-ville. Il m'explique précisément ce que je dois faire au cas où, un jour, je rentre et que la serrure aurait été changée ou que mes affaires auraient disparu. Savoir que j'ai un plan B, ça me rassure et ça fait redescendre la pression. Mes parents se remettent à cuisiner régulièrement à la maison et, un jour, je remarque que le cadenas du placard a disparu. Maman me demande même si j'ai envie de quelque chose en particulier pour les prochaines courses, ce qui me paraît tellement improbable que j'ai du mal à y croire. Elle note que j'aime le pain complet et une marque précise de beurre de cacahuète. C'est étrange, mais agréable de pouvoir enfin accéder à la nourriture comme n'importe quel ado. Puis, en passant devant le comptoir de la cuisine, j'aperçois la facture du câble posée là,
avec le montant bien entouré. Je la prends et je me rends compte qu'ils ont réactivé le bouquet sport que papa avait annulé il y a à peine quelques semaines. Après tout leur beau discours pour vendre les clubs de golf et réduire les dépenses, voilà qu'ils replongent déjà dans leurs vieilles habitudes consuméristes. La facture est presque 60 € plus chère qu'avant et ils ne m'en touchent même pas un mot. Je repose la facture et je monte dans ma chambre en sentant cette vieille frustration revenir. Ils sont incapables de se maîtriser, même quand ils sont censés apprendre à mieux gérer leur argent. 2 jours plus tard, je suis dans ma chambre à faire mes devoirs lorsque j'entends des cris dans la cuisine. Papa hurle parce que la banque a envoyé un avis de découvert et la voix de maman s'élève aussi, expliquant qu'elle ne savait pas que le compte était aussi bas. J'entrouvre la porte et entends papa l'accuser de dépenser sans compter chez Target, tandis qu'elle lui reproche sa note de bar du week-end dernier. Ils se renvoient la faute, chacun énumère les achats de l'autre sans jamais reconnaître ses propres torts. La dispute dure presque 1 heure, puis chacun part de son côté. Et là, je comprends qu'ils n'ont absolument rien retenu de ces dernières semaines. Le lendemain matin, papa m'arrête juste avant que je parte au lycée et commence à me parler de l'augmentation des charges à la maison. Il me dit qu'il va falloir que je commence à participer, parce que les frais sont trop importants pour eux deux seuls. Je sors mon téléphone et je lui montre la photo de l'accord rédigé lors de la médiation, celui qui précise noir sur blanc que je ne dois pas payer de loyer avant mes 18 ans. Il rougit mais je reste calme. Je lui dis que je n'ai rien d'autre à ajouter puisqu'on a déjà fixé les règles. Il marmonne quelque chose sur les enfants ingrats et s'en va, mais je sens bien qu'il mijote autre chose. Le soir, maman m'attrape dans le couloir, tout sourire forcé, et se met à m'expliquer son nouveau système. Au lieu d'appeler ça du loyer, elle propose un système de crédit pour les tâches ménagères, où je gagnerai des points à chaque service rendu, et ces points viendraient couvrir les dépenses. Je la regarde un moment avant de lui dire que, franchement, c'est exactement la même chose que du loyer, mais en plus compliqué, et que ma réponse reste non. Son sourire s'efface aussitôt et elle part râler auprès de papa en disant que je suis impossible. Je retourne dans ma chambre et j'envoie un message à Boyd pour lui raconter ce qui vient de se passer, et il me répond presque aussitôt que je devrais commencer à tout noter minutieusement. J'ouvre une nouvelle note sur mon téléphone et je commence à lister ce qu'il y a dans les placards, à quelle heure mes parents ont commandé une pizza pour le dîner pendant que je mangeais des céréales, et je prends en photo les factures laissées sur le comptoir pour garder une trace de leurs dépenses. Boyd dit que si jamais on doit mettre la pression, avoir des preuves solides me protégera contre leur version des faits. Je prends des notes chaque jour, je note quand ils achètent à emporter, quand il y a de la nourriture à laquelle j'ai accès dans le garde-manger, et tous les commentaires qu'ils font à propos de l'argent ou de mes prétendues obligations. Le fait de tout consigner me donne l'impression de reprendre un peu de contrôle, parce qu'au moins, je construis un dossier sur la réalité, pas seulement sur leur récit à eux. 3 jours plus tard, alors que je suis au lycée, Madame Gilmore me convoque dans son bureau et me montre un mail qu'elle s'apprête à envoyer à mes parents. Le message est professionnel et poli, mais l'avertissement est sans ambiguïté. Elle précise que si les termes convenus lors de la médiation sont enfreints d'une manière ou d'une autre, elle n'aura pas d'autre choix que de faire un signalement officiel auprès de la protection de l'enfance. Elle me demande si je suis d'accord pour qu'elle envoie le mail. J'accepte en sachant très bien que mes parents vont exploser de colère, mais au fond, je sais aussi qu'ils ont besoin que quelqu'un mette enfin des limites. Elle appuie sur « Envoyer » sous mes yeux, et je regarde ce message s'envoler vers la boîte mail de mes parents, où il risque de semer une sacrée pagaille. Ce samedi, je fais mon service au supermarché, je remplis les rayons du côté des céréales, quand je vois papa débarquer d'un pas décidé. Mon estomac se noue, vu la tête qu'il fait et la façon dont il scrute le magasin, il ne vient clairement pas faire ses courses. Il me repère tout de suite et fonce droit sur moi, en haussant la voix avant même d'arriver, pour me reprocher de les faire passer pour des parents indignes et de monter tout le monde contre eux. Les clients s'arrêtent, me dévisagent, et j'ai le visage en feu, morte de honte, pendant qu'il continue à me balancer des reproches sur mon ingratitude et mon manque de respect. Christian sort calmement de la réserve, s'approche et se place légèrement entre nous. Il s'adresse à mon père d'une voix ferme et polie. « Je vais vous demander de quitter le magasin. » Papa proteste. Il s'indigne, prétend qu'il a bien le droit de parler à sa fille. Mais Christian ne lâche rien. Il répète tranquillement qu'il doit partir tout de suite, sinon il appellera la police pour trouble à l'ordre public. Papa hésite, prêt à s'énerver, mais il croise le regard de Christian et finit par tourner les talons, quittant le magasin en claquant la porte derrière lui. Je tremble tellement qu'il faut que je m'asseye sur un tabouret, et Christian et Ariana viennent immédiatement prendre de mes nouvelles. Christian me rassure. Il me dit que je n'ai rien à me reprocher, qu'ils sont là pour me soutenir. Ariana, elle, sort déjà le formulaire de rapport d'incident et note tout. Ce qui s'est passé, l'heure, les détails. Elle m'explique avec un calme impressionnant que si papa revient, ils n'hésiteront pas à appeler la police pour intrusion. Et entendre qu'ils sont vraiment prêts à me protéger me soulage comme je ne l'avais plus ressenti depuis des mois. Après le travail,
Je file directement chez Madame Gilmore, comme elle me l'a proposé en cas d'urgence, et je lui raconte tout ce qui s'est passé au supermarché. Son visage se crispe à mesure que je parle, et à la fin, elle me dit qu'elle doit signaler la situation à la protection de l'enfance, parce que le comportement de mon père dépasse vraiment les bornes. Le lendemain, je reçois un appel sur mon portable. Une femme prénommée Kathleen se présente comme assistante sociale. Elle m'explique qu'elle doit venir à la maison pour évaluer la situation. Je me fige, partagée entre le soulagement et la panique. J'ai demandé de l'aide, mais j'ai aussi peur que ça empire les choses. Kathleen fixe la visite pour jeudi après-midi. Elle précise qu'elle devra me parler seule, visiter la maison et consulter certains papiers avec mes parents. Quand j'annonce la nouvelle à mes parents, c'est la panique à la maison. Maman se met à astiquer chaque recoin comme si on allait passer une inspection militaire. Elle récurait les plaintes et range les placards qu'on avait oubliés depuis des années. Papa, lui, la briefe sur ce qu'il faudra dire. Ils répètent ensemble qu'ils me donnent tout ce dont j'ai besoin et que j'exagère des disputes de famille banales. Je les écoute, mais j'ai déjà décidé de ne pas jouer la comédie. Quand Kathleen viendra, je lui dirai juste la vérité, calmement, et je la laisserai juger par elle-même, sans le filtre de mes parents. Le jeudi arrive, Kathleen est à l'heure, la quarantaine, professionnelle et gentille, une tablette et un dossier sous le bras. Elle commence par s'adresser à nous trois, pose des questions sur notre quotidien, puis me demande à me voir seule dans ma chambre. Je lui montre mon carnet de budget, mes notes sur la nourriture et les dépenses, les photos de factures sur mon téléphone. Elle reste neutre, sans jugement, prend des notes et me demande des précisions sur ce que j'ai vécu et sur la chronologie. Après près d'une heure d'entretien, elle visite la maison, pièce par pièce, ouvre le garde-manger et le frigo, prend des photos. Ensuite, elle s'installe au salon avec mes parents, je les rejoins, et c'est d'une voix très claire qu'elle leur dit « Faire payer un loyer à un enfant mineur, ce n'est pas acceptable, et ça peut être considéré comme un manquement à vos obligations. » Elle explique qu'ils doivent garantir un accès normal à la nourriture et aux besoins essentiels, et qu'elle va suivre tout cela avec des visites de contrôle. Mes parents approuvent, la mine tendue, partagée entre la gêne et la rancune, mais on comprend vite que ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des exigences. Kathleen range ses affaires, se dirige vers la porte, suivie par mes parents qui tentent de sauver la face avec un sourire crispé. À peine sa voiture a quitté la rue que toute cette politesse retombe. Maman va direct au garde-manger, retire le cadenas sans un mot et le jette à la poubelle comme si elle voulait s'en débarrasser pour de bon. Papa s'installe à la table, téléphone en main, commence à faire défiler les annonces d'emploi, les mâchoires serrées. Aucun des deux ne me regarde ni ne dit un mot sur ce qui vient de se passer, mais leur colère se sent dans toute la maison. Les jours suivants, ils font les courses et remplissent les placards. Mais tout est rangé de façon tellement calculée qu'on comprend bien qu'ils ne le font que contraints et forcés. Maman soupire ostensiblement chaque fois qu'elle range de la nourriture. Papa grommelle sur l'État qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Le bail disparaît mystérieusement. Plus personne n'en parle. Comme si effacer toute trace de ce document pouvait annuler le passé. Je continue pourtant à tout noter. Je prends des photos du garde-manger ouvert et du frigo plein, au cas où la situation dégénérerait à nouveau. 2 semaines plus tard, papa commence son boulot d'ouvrier d'entrepôt, en équipe de nuit à charger des camions. Il part à 22h, rentre vers 7h du matin, dort toute la journée avant de se lever, dîner et repartir. On sent qu'il est épuisé. Ça se voit dans tout ce qu'il fait. Il marche plus lentement et s'endort sur le canapé avant même que son réveil ne sonne. L'un dans l'autre, au moins il n'a plus l'énergie pour lancer des disputes à propos de l'argent ou d'autres choses, et ça rend les soirées bien plus paisibles qu'elles ne l'étaient depuis des lustres. Maman, elle, a clairement l'air soulagée de le savoir dehors la nuit. Elle n'est plus obligée d'avancer sur la pointe des pieds en attendant que ça explose. Un après-midi, en rentrant de l'école, je trouve maman à la table de la cuisine, des fiches d'exercice étalées devant elle. Elle m'explique que son employeur propose des ateliers gratuits de gestion de budget pendant la pause déjeuner et qu'elle a décidé d'y aller. Les exercices portent sur les bases du budget, le suivi des dépenses et comment fixer des objectifs d'épargne, des choses que j'ai appris à gérer par la force des choses il y a déjà longtemps. Mais l'avoir sérieusement impliquée, à prendre des notes, ça me surprend parce qu'elle n'a jamais montré le moindre intérêt pour l'argent avant. Elle me pose des questions sur la façon dont je gère les revenus et les dépenses de mon petit boulot. Et pour une fois, on arrive à discuter d'argent normalement, sans se braquer ni s'énerver. Ça ne règle pas tout, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. Petit à petit, ma routine se réinstalle, presque sans que je m'en rende compte. Je me lève, je vais en cours, je fais mon service à l'épicerie, je rentre pour bosser mes devoirs, je m'occupe des tâches ménagères qui m'incombent et je vais me coucher à une heure convenable. Cette stabilité me permet de ne plus être sur les rotules en permanence et mes notes remontent enfin après avoir plongé à cause du stress. Les profs remarquent le changement. Certains viennent même me dire qu'ils sont contents de me voir aller mieux. Je ne passe plus mon temps à compter les euros restants, ni à me demander s'il y aura à manger en rentrant. Ce n'est pas l'idéal,
Mes parents continuent à se parler juste pour le strict nécessaire. Mais au moins, tout est plus prévisible, et je peux me concentrer sur mes études et mon travail sans avoir à gérer une crise permanente. Un samedi matin, Eliana m'envoie un message pour me proposer de passer le week-end chez elle, histoire de souffler un peu. Elle me dit « Mon mari est parti voir sa sœur, ça me ferait plaisir d'avoir de la compagnie. » Elle sait très bien que l'ambiance chez moi est tendue. Je demande à mes parents, en m'attendant à ce qu'ils fassent une histoire, mais papa hausse simplement les épaules. D'accord, et maman acquiesce sans lâcher sa feuille de budget. Je prépare mon sac et je pars chez Eliana l'après-midi, me sentant libérée à chaque pas qui m'éloigne de la maison. Ce week-end tombe à pic. 2 jours à regarder des films, à donner un coup de main dans le jardin et à partager des repas sans tension. Elle ne me pose pas de questions sur ma situation familiale, mais elle me glisse. Tu sais que tu es toujours le bienvenu ici si tu as besoin de respirer. Le dimanche soir, je rentre regonflée à bloc, prêt à affronter ce qui m'attend. 3 semaines plus tard, Kathleen repasse pour sa visite de suivi et s'installe avec nous 3 dans le salon. Elle relit ses notes de la première visite, pose des questions précises sur la nourriture, mes résultats scolaires et les dépenses du foyer. Mes parents répondent calmement, lui montrent le garde-manger ouvert, le frigo plein et les feuilles de budget de maman. Kathleen a l'air satisfaite des progrès, mais elle rappelle que le dossier reste ouvert pour un suivi régulier et qu'elle repassera dans quelques mois. Après son départ, le silence pesant entre mes parents reprend, mais ils ne reviennent pas sur les changements, visiblement conscients que Kathleen ne se contentait pas de donner des conseils. Un midi, je croise Madame Gilmore pour discuter de mes projets pour la première et la terminale. Elle me parle d'un programme de double inscription qui permet de suivre des cours à la fac tout en validant son bac, avec des crédits pour les 2. Les frais sont pris en charge et il existe des aides pour les livres et le transport. Madame Gilmore m'aide à remplir le dossier et rédige une lettre de recommandation en insistant sur mon sérieux et mes progrès. J'envoie tout à temps, sans trop y croire, mais l'idée de prendre de l'avance sur la fac me donne un vrai espoir. Environ 1 semaine après le dépôt, maman entre dans la cuisine et me demande si je peux leur prêter de l'argent pour une réparation imprévue de la voiture. Papa, derrière elle, hoche la tête et ils ont tous les deux ce regard désespéré que je leur connais depuis la perte de son boulot. Je propose, je peux rédiger un contrat de prêt avec le montant, le taux d'intérêt et un calendrier de remboursement. Comme ça, tout est clair. Je sors l'ordinateur et commence à taper un modèle de contrat sous leurs yeux. Leur espoir laisse place à l'embarras et papa finit par lâcher « Laisse tomber, on va se débrouiller autrement ». Il s'éloigne et moi, je sauvegarde le modèle de contrat pour la prochaine fois, convaincue que tout mettre noir sur blanc protège tout le monde. Le week-end suivant, je remarque que la grande télé a disparu du salon. Maman m'explique qu'ils l'ont vendue pour rembourser une partie des dettes de carte de crédit et papa a annulé l'abonnement sportif qui coûtait si cher. Le salon paraît bien vide maintenant et je vois qu'ils détestent ces changements, mais c'est un vrai pas en avant pour reprendre le contrôle de leurs finances, même si chaque étape leur coûte. Papa râle parce que ses matchs lui manquent et maman répète que la vieille télé dans leur chambre a l'air minuscule à côté de l'ancienne. Je ne dis rien parce que ce genre de sacrifice, je l'ai fait depuis que j'ai 13 ans et ça ne ferait que relancer une dispute. 2 mois après le dépôt de ma candidature, je reçois un mail m'annonçant que je suis acceptée dans le dispositif de double inscription avec une bourse complète qui couvre livres et transports. À la rentrée, je passerai mes matinées à la fac et mes après-midi au lycée. On m'envoie la lettre d'admission avec toutes les infos sur le choix des cours et les dates d'intégration. Je l'imprime et je l'attends à mes parents, espérant au fond qu'ils seront fiers ou qu'au moins ils reconnaîtront que c'est une belle réussite. Papa jette un coup d'œil et lance un simple « C'est bien », pendant que maman acquiesce avant de dire que ça leur fera faire des économies pour la fac plus tard. Leur réaction me blesse un peu, parce que c'est vraiment important pour moi et que j'y ai mis tout mon cœur, mais j'apprends à ne plus attendre qu'ils me reconnaissent mes efforts. 1 semaine plus tard, on s'installe tous les 3 autour de la table de la cuisine avec, sous les yeux, un document imprimé qui pose tout clairement. Je n'aurai pas de loyer à payer avant mes 18 ans. Mes tâches, sortir les poubelles le mardi et le jeudi, m'occuper de mon linge et aider à débarrasser la table 3 soirs par semaine. Pour la nourriture, le frigo et le garde-manger me restent accessibles. Je peux piocher dedans sans avoir à demander. Mes revenus me reviennent intégralement et je ne suis pas censée participer aux factures. Maman relit attentivement le document. Papa se tortille sur sa chaise, pas très à l'aise, mais il garde le silence. On signe tous en bas, je prends une photo avec mon téléphone, puis maman me conduit au lycée pour déposer l'original à Madame Gilmore pour ses dossiers. Elle jette un œil au document, approuve d'un signe de tête et le range dans un dossier à mon nom. Elle me prévient « Préviens-moi tout de suite si quelque chose change, ou si tes parents essaient de modifier les conditions sans ton accord. » Le jeudi suivant, on dîne ensemble comme d'habitude. Poulet rôti et riz, préparés avec les courses du supermarché. Papa raconte qu'il a eu un souci au dépôt avec un chariot élévateur en panne. Maman évoque un client pénible qui voulait faire un retour sans ticket.
De mon côté, je leur parle d'un contrôle d'histoire où j'ai eu une bonne note et d'un nouveau client qui veut un entretien de jardin chaque semaine à partir du printemps. Personne ne s'énerve, personne ne parle d'argent, aucune remarque désagréable sur mes vêtements ou ce qu'on mange. Ce n'est pas chaleureux, on ne partage pas de grands moments de complicité ni de fou rire, mais on est assis ensemble, on mange, on parle de choses anodines et il n'y a pas de tension dans l'air. Après le repas, comme prévu, j'aide à remplir le lave-vaisselle, puis je monte m'isoler dans ma chambre pour finir mes devoirs. En pensant à ce qui m'attend, je ressens un sentiment qui m'a manqué depuis longtemps, une sorte d'espoir mesuré pour l'avenir. J'ai des adultes qui veillent vraiment sur moi désormais, avec Madame Gilmore qui prend de mes nouvelles chaque semaine et Kathleen qui passe à la maison une fois par mois. Grâce au programme de double inscription qui commence à la rentrée prochaine, j'ai une voie tracée vers l'université. Mes parents gèrent mieux l'argent depuis qu'ils sont sous contrôle, même si ça leur pèse. J'ai compris que je pouvais me défendre si besoin, et que demander de l'aide n'est ni une faiblesse ni un échec. Ce n'est pas parfait avec mes parents, et ça ne le sera sans doute jamais. Mais je me construis un avenir qui ne dépend plus d'eux, ni de leur bonne volonté, ni d'un changement miraculeux. Au fond, c'est sûrement le mieux que je pouvais espérer, vu d'où je viens. Voilà, c'est la fin de mon histoire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ça compte énormément pour moi que vous ayez pris le temps de m'écouter. J'espère que ces mots ont pu vous réchauffer un peu le cœur ou vous apporter un moment de calme. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci avec moi.